Des électrodes dans le cerveau, ce n'est plus de la science-fiction. Nous vous proposons aujourd'hui une plongée dans la recherche sur les implants cérébraux. Accrochez-vous et en route vers le futur. Tremblements, raideur, lenteur, perte de mobilité, perte de la mémoire sont quelques-uns des symptômes des maladies neurologiques et neurodégénératives qui altèrent le bon fonctionnement de notre cerveau et impactent parfois très lourdement le quotidien des malades. La recherche se penche depuis 35 ans sur les possibilités d'implanter des électrodes directement dans le cerveau. Quelles sont les recherches menées actuellement et pour quels résultats attendus ? On fait le point aujourd'hui sur ce sujet entre bénéfices et risques, entre mythes et réalité. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Halim Aziz, chercheur en neuroingénierie au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS, à Toulouse, lauréat de la médaille de bronze du CNRS l'an dernier. Bonjour Halim Aziz. Bonjour. À vos côtés, nous accueillons Marion Simonetta Moreau. Vous êtes médecin neurologue au CHU Purpan de Toulouse, professeur à l'université Paul Sabatier, chercheuse à l'INSERM et vous êtes spécialiste des pathologies de la motricité. Bonjour Marion Simonetta Moreau. Bonjour. Alors Halim Aziz, vous avez piloté un projet de recherche sur 4 ans sur le développement d'électrodes implantables dans le cerveau à des fins de détection et aussi pour soigner certaines maladies neuronales. Alors expliquez-nous pour commencer l'origine de ce projet et à quels résultats vous êtes parvenu. Alors l'objectif initial de ce projet était de développer une nouvelle génération d'électrodes implantables avec les défis de les rendre beaucoup plus durables dans le temps, qui peut être extrêmement pertinent dans le cas du traitement de quelques maladies neurodégénératives comme Parkinson. Mais j'étudie également les différents mécanismes sous-jacents à cette activité biochimique dans le but de développer de nouveaux outils de diagnostic, par exemple. D'accord, donc vous avez développé des implants qui permettent de détecter aussi. Exactement. Là, on s'intéresse sur 2 aspects. Le premier, c'est le suivi de l'activité cérébrale, avec les défis de les rendre extrêmement, en termes de résolution, extrêmement... Donc là, vous mesurez l'activité électrique, c'est ça ? Exactement, l'activité électrique par le cerveau. Et on s'intéresse aussi à la modulation, c'est-à-dire la stimulation électrique de ces mêmes activités cérébrales. On va en reparler de ça, effectivement. Alors avant d'entrer dans le détail de ces recherches, faisons d'abord un petit point sur les maladies neurologiques dont on parle. On a parlé là d'un certain nombre de symptômes. De quel type de maladie on parle ? Qui est-ce que ça concerne ? Est-ce que Marion Simonetta Moreau, vous pourriez nous en parler un peu de qui et de quoi on parle ? Donc, en ce qui concerne les techniques de neuromodulation, ça concerne surtout, historiquement en tout cas en thérapeutique, des patients qui souffrent de maladie de Parkinson et des patients qui souffrent de tremblement, ce qu'on appelle le tremblement essentiel, qui est la forme la plus fréquente de tremblement chez les sujets adultes. Voilà. Ensuite, il y a d'autres indications pour des pathologies neurologiques. Alors, en sachant qu'il faut déjà préciser que la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, alors que le tremblement essentiel, ce n'est pas, a priori, une maladie neurodégénérative. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas handicapante. Ensuite, il y a une 3e indication. Moi, je vous parle des indications qui ont une AMM en France. Ça veut dire qu'il y a une autorisation de mise sur le marché pour utiliser ces techniques de neuromodulation dans ces pathologies. Ces fameux implants. Ces fameux implants, nous on appelle ça des électrodes, mais ça fait peut-être plus chic de dire implant. Et donc, il y a la 3e indication, mais pour lequel c'est une pathologie un peu plus rare, c'est ce qu'on appelle les dystonies, qui sont des maladies également qui donnent des mouvements anormaux, qui peuvent parfois aussi extrêmement handicapantes, et ceux pour lesquels, en bien sûr dernière intention, on va proposer ce type de traitement. Après, il y a plein d'autres indications qui sont en étude. Voilà. Et il y a l'épilepsie aussi, mais dont Ali, je pense, parlera mieux que moi, pour lequel, bien sûr, il y a également des applications. Et là, on parle de quelle population en termes parce qu'on parle de maladies neurodégénératives, donc on pense forcément à des personnes un peu plus âgées, mais vous parliez aussi de maladies qui n'étaient pas neurodégénératives. Est-ce qu'on est quand même chez des personnes un peu plus âgées ou c'est toute génération confondue ? Alors, c'est toute génération confondue, mais c'est vrai que c'est très différent en fonction de la pathologie. Mais globalement, par exemple, pour les dystonies dont je vous ai parlé, on peut opérer des enfants, des patients très jeunes. Mais en ce qui concerne la maladie de Parkinson et les tremblements, à la limite, les patients les plus âgés, ça sera pour les tremblements, parce qu'en fait, c'est une maladie qui s'aggrave quand on a 70 ans. Alors, la maladie de Parkinson, on va dire qu'on va opérer des patients sévères qui sont très, très bien sélectionnés. On peut pas, bien sûr, on va en discuter, opérer tous les patients. Et on va dire qu'en moyenne, actuellement, ils ont entre 60 et 65 ans.
après, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de chiffres. Oui, ça concerne combien de personnes? Donc, en fait, pour vous donner une ordre d'idée, actuellement, en France, il y a à peu près entre 250 et 270 000 patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Ah oui. Ça représente à peu près 2 à 5% de la population générale âgée de 65 ans ou plus. Oui, c'est donc c'est important. Mais sur ce nombre de patients, il va y en avoir quand même pas beaucoup qui vont bénéficier d'une stimulation cérébrale profonde. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. En ce qui concerne le tremblement essentiel, c'est une maladie qui est presque encore plus fréquente que la maladie de Parkinson. C'est à peu près, les chiffres, c'est toujours difficile de les obtenir, c'est très variable en fonction des études épidémiologiques, mais en gros, c'est à peu près 1% de la population générale aussi en France, et 300 000 à peu près patients en France. Et là aussi, alors là, donc, ça peut concerner des gens très jeunes, ça peut commencer très tôt, et où ça peut commencer un peu plus tard. Mais on va pas opérer, on va opérer plutôt, je vous dis, autour de 65-70 ans. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que cette stimulation profonde, Ali, peut-être, puisque effectivement c'est des implants, des électrodes, et puis pourquoi ça marche en fait, pourquoi c'est ce qui permet de solutionner, je dirais, ce problème de tremblement? Qu'est-ce que c'est la stimulation électrique? Un patient aujourd'hui qui est parkinsonien, il va subir une chirurgie, on va venir implanter une électrode dans une zone qui est assez relativement petite. Là on parle vraiment d'une zone qui est à la taille de quelques millimètres, de 4 millimètres exactement. Donc à l'intérieur du cerveau. Là, on parle à plusieurs centimètres, c'est-à-dire c'est une zone qui est extrêmement précise. D'accord. Et puis, dans le cas de maladie de Parkinson, en fait, on a ce qu'on appelle une déficience des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire une déficience dans la libération de quelques neurotransmetteurs. Et là, l'idée, en fait, c'est de venir appliquer une certaine stimulation électrique à une fréquence bien donnée pour pouvoir compenser cette déficience-là et éventuellement ralentir ou supprimer ces tremblements. Et tant qu'on est dans les histoires de cerveau, parce qu'on parle d'une toute petite zone, on est à où dans le cerveau? La partie très profonde. Alors, du coup, le cerveau, il est constitué de plusieurs aires. On a la première partie, c'est le cortex, c'est à peu près 1 centimètre pour l'humain. Et puis, du coup, on va avoir plusieurs zones, des zones visuelles, sensorielles, motrices, etc. Et puis, on va avoir des zones qui sont beaucoup plus profondes. Et la zone qui est considérée pour la maladie de Parkinson, on est sur une zone qui est de l'ordre de quelques centimètres, je dirais. Et surtout, elle est dans la partie la plus profonde du cerveau. D'où, effectivement, la nécessité d'avoir un équipement, un environnement multidisciplinaire pour arriver à mettre l'électrode au bon endroit. Pile poil au bon endroit, dans un tout petit endroit et dans un endroit, très et on profondément. imagine que venir insérer une électrode qui fait plusieurs centimètres de long, aller chercher une zone extrêmement petite avec une grande précision et éviter de toucher les zones qui sont adjacentes, ça reste une sacrée performance. Exactement. Parce que la décharge électrique donc permet de recréer de la dopamine. En gros, c'est si je schématise. Alors si je peux ajouter une petite précision, on va dire que pour remplacer la dopamine, on a des médicaments. Donc en fait, le traitement de première intention de la maladie de Parkinson, ce sont des médicaments qui vont effectivement se substituer effectivement au manque progressif de dopamine, puisque les neurones dégénèrent et ne fabriquent plus assez de dopamine, qui est un neuromédiateur qui intervient beaucoup dans la motricité, entre autres, parce qu'il a plein d'autres effets. Donc on a d'abord des traitements médicamenteux. Le problème de ces traitements médicamenteux, c'est on les prend de manière discontinue. Donc on va prendre un comprimé matin, midi et soir. Et au bout d'un moment, ces traitements vont entraîner des effets indésirables du fait de cette prise discontinue. Donc on va, en deuxième intention, proposer aux patients un système un peu comme les diabétiques de pompe. Donc on va délivrer la dopamine dans le cerveau, mais pas dans le cerveau. C'est-à-dire, malheureusement, il faut toujours qu'elle passe ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'est pas facile, mais on y arrive avec des pompes, et donc c'est quelque chose de continu. Et enfin, après, on discute tout ça. C'est là où la chirurgie, pour certains patients, peut être utile selon des patients extrêmement sélectionnés. Mais juste, je voulais rajouter par rapport à ça, ça veut dire que les implants, ça va agir plutôt, c'est vraiment de la neuromodulation, et c'est-à-dire qu'actuellement, dans la physiologie du cerveau, on ne raisonne plus trop par une aire qui va faire ci, une aire qui va faire ça, une partie du cerveau, on raisonne en réseau. Donc il y a un réseau de la motricité qui passe par différentes structures dans le cerveau. Et en fait, on va essayer de moduler l'activité électrique qu'il y a entre les neurones de ce réseau qui communiquent tous ensemble de manière permanente et de manière extrêmement riche. Donc on va essayer de
de moduler ça par une stimulation électrique, avec effectivement, comme l'a dit Ali, des paramètres de stimulation qui sont extrêmement précis, mais qu'on peut régler. C'est ça qui est l'avantage. Précis par rapport à chaque patient. Voilà. Puis modulable au fur et à mesure. Modulable au fur et à mesure de la réponse que ça peut donner. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure que tout le monde ne pouvait pas en bénéficier de cette thérapeutique. Et alors pour quelles raisons ? D'abord, ça dépend de la sévérité de la maladie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'auront jamais besoin de ce type de traitement parce qu'ils ont une maladie qui évolue lentement. Elle évolue toujours, mais il y a des patients qui vont commencer leur maladie un peu tardivement. Et en fait, les traitements de première intention sont suffisants. Donc là, voilà. Donc ça ne concerne que des patients sévères. Et on a depuis plus de 20 ans maintenant de mieux en mieux précisé quels sont les critères de sélection qui sont très très précis. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que cette neurostimulation, elle peut parfois aggraver les symptômes, d'autres symptômes. En particulier, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des symptômes qui ne vont pas être des troubles de la motricité, mais qui vont être des troubles de l'équilibre, des troubles cognitifs, voilà, pour lesquels on sait que la stimulation non seulement ne va rien faire, mais elle va aggraver les choses. Donc, ces patients, on peut prédire en faisant tout un bilan, etc. Et actuellement, quand même, dans la maladie de Parkinson, on peut vraiment, a priori, prédire le résultat avec très bonne chance de pourcentage. Dans le tremblement essentiel, aussi, les résultats sont globalement assez bons. Dans l'autre pathologie dont je vous ai parlé, la dystonie, c'est beaucoup plus difficile. En fait, on n'a aucun facteur qui va permettre de dire qu'un patient, ça va marcher plus ou moins bien. Alors j'imagine que ces électrodes, une fois qu'on les implante chez les patients atteints de Parkinson, on les garde, enfin ils restent longtemps, et je suppose que c'est un des enjeux de votre recherche justement, c'est le fait de rendre ces électrodes le plus durable possible, le fait qu'ils soient le moins rejetés aussi, j'imagine, par le corps, puisque on sait qu'à chaque fois qu'on introduit quelque chose dans le corps, on a des rejets. Exactement. L'idée, en fait, l'objectif quand un patient reçoit une électrode, c'est de la garder pendant le plus longtemps possible. Là, on parle de plusieurs années, 10, 20 ans. Et malheureusement, en fait, après insertion, en fait, on a ce qu'on appelle une réponse gliale qui va se former tout autour de l'électrode. Généralement, c'est quand on insère un corps étranger dans notre corps, en fait, on a ce qu'on appelle une réponse inflammatoire, une réaction de rejet envers cet organisme. Et l'idée, en fait, de cette réponse gliale, c'est qu'on va avoir une couche de cellules qui vont venir passiver cette électrode. Du coup, l'électrode, au bout d'un petit moment, elle est plus fonctionnelle. Et là, ce qui va se passer, c'est que généralement, on va soit éventuellement explanter l'électrode et réinsérer une autre, mais du coup c'est une opération qui est assez lourde. Il faut réouvrir, enlever la première avec toutes les difficultés. On a des patients qui sont déjà fragilisés par la maladie, et du coup nous ici notre objectif de recherche c'est de développer une nouvelle génération d'électrodes qui vont être dites flexibles, c'est-à-dire on peut imaginer que afin de réduire cette contrainte mécanique appliquée sur le tissu neuronal, on va imaginer que l'électrode, le cerveau, en termes mécaniques c'est une gélatine, et l'idée c'est de travailler avec une technologie qui soit mécaniquement la plus proche de celle du cerveau. Aujourd'hui, ce qui est utilisé en clinique, c'est des électrodes qui sont relativement rigides, on va dire. C'est quoi ? C'est en métal ? C'est en plastique ? En fait, les métaux aujourd'hui, en termes pour l'électrode, c'est relativement simple. En fait, c'est des métaux qui sont nobles, qui vont agir comme collecteurs de courant pour venir soit stimuler, c'est-à-dire injecter du courant, ou l'enregistrement, c'est-à-dire venir collecter un courant électronique. Et du coup, et là, en termes de propriétés mécaniques, on va dire on est assez loin des propriétés mécaniques du cerveau qui est assez mou. Et du coup, dans votre recherche, vous êtes passé sur un autre matériau ? L'idée ici, en fait, c'est de se rapprocher au maximum des propriétés du cerveau et l'architecture aussi. Du coup, nous, ce qu'on travaille, on fait ce qu'on appelle des polymères qui sont relativement flexibles, qui sont biocompatibles, bien sûr, mais on va essayer de se rapprocher au maximum de ces propriétés mécaniques-là afin de réduire au maximum ce stress mécanique qui est appliqué sur le tissu neuronal, diminuer cette réponse de rejet ou inflammatoire et ainsi augmenter la longévité de ces électrodes sur du long terme, qui peut être extrêmement pertinent, là dans le cas de la maladie de Parkinson, mais pour d'autres types d'applications qui sont assez chroniques.
Le problème qu'on a, c'est pendant l'opération, l'électrode, effectivement, vous avez raison, elle est rigide. Donc on a toujours un risque, même si on essaye absolument d'éviter par tout ce bilan d'imagerie préopératoire, on peut toujours rencontrer un petit vaisseau. Et le risque majeur, c'est de faire un petit hématome. Donc soit il est tout petit, on le voit sur l'imagerie de contrôle, mais le patient n'a aucun symptôme, soit parfois il peut avoir des symptômes. Donc ça, c'est très très rare, c'est moins de 1% des opérations. Ensuite, on peut avoir une infection. Donc, c'est là où, effectivement, il peut y avoir une infection au niveau... mais c'est généralement plutôt au niveau du câble. Parce que je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, qui est très important, c'est que les électrodes, elles sont reliées à un stimulateur. Eh oui. Et ce stimulateur... C'est pas des ondes, en fait. C'est non, des fils. non. Pour stimuler, il faut un stimulateur. Donc, dans le cadre de ces techniques qui sont quand même bien au point depuis presque 30 ans maintenant, le stimulateur, on va le mettre plutôt en abdominal. Donc, c'est un petit boîtier qui est tout petit, qu'on va implanter en sous-cutané, soit au niveau de l'abdomen, soit... Sous la peau, ça veut dire. Sous la peau, absolument. Soit au niveau, ici, de la région pectorale. Et on va relier ce stimulateur par un câble qui va être placé sous la peau et qui va ensuite être relié aux électrodes lorsqu'elles sortent du scalp. Donc, en fait, le problème plutôt... on peut en parler, mais donc le problème, c'est la durée de vie du stimulateur. Avant, on avait des stimulateurs, il fallait les changer tous les 4-5 ans. Maintenant, on a des stimulateurs qui sont rechargeables. Donc, en fait, le patient recharge son stimulateur exactement comme un smartphone. Et donc, on n'a plus ce problème. Ils sont garantis au moins 10 ans. Donc, c'est déjà un gros progrès technologique. Après, je ne sais pas, on parlera peut-être du futur, parce qu'il y a beaucoup de progrès technologiques sur la façon de préciser au mieux la région, l'endroit où on va stimuler. Alors, comme on parle justement d'implants dans le cerveau, tout ce qui touche le cerveau, en fait, ça ouvre des perspectives et un imaginaire toujours fascinant, à la limite du transhumain. Alors, l'un des plus grands promoteurs de cet imaginaire futuriste, c'est bien sûr Elon Musk, le bien connu avec ses visions démiurgiques qui peuvent parfois faire froid dans le dos. Je vous propose d'écouter cet extrait d'un reportage de la rédaction de France 2. C'était en septembre 2020. Et la société Neuralink, créée par Elon Musk, faisait la démonstration d'un implant cérébral connecté. Ce que vous entendez en direct, ce sont les signaux envoyés par l'implant à l'intérieur de la tête de Gertrude. La puce a été posée il y a 2 mois. Elle est en pleine forme et tout fonctionne parfaitement. Bon, alors pour être bien clair, Gertrude, c'est le nom d'un cochon sur lequel les scientifiques de Neuralink ont réalisé cette expérimentation en greffant donc une puce à la surface du cerveau de l'animal. Une puce pour mesurer en temps réel l'activité de plusieurs milliers de neurones que le milliardaire projette désormais d'installer en 1 heure seulement, grâce à ce robot, à la surface du cerveau de patients humains. À en croire Elon Musk, les promesses seraient presque sans limite. Soigner des dépressions, guérir des patients paralysés et pourquoi pas déchiffrer nos pensées les plus intimes. Alors, est-ce qu'on est ici dans le mythe ou dans la réalité ? Parce que quand on entend des annonces de ce type, on se pose la question de la promesse qu'on a envie de croire tellement elle est séduisante. Et puis, il y a la réalité d'aujourd'hui et peut-être la réalité de demain. Marion Simonetta-Moreau, qu'est-ce que ces annonces provoquent chez vos patients ? Est-ce que vous avez des retours quand il y a des annonces de ce type-là dans les JT ? Pas vraiment, mais c'est clair que les attentes des patients, elles sont énormes, que les patients, ils sont extrêmement influencés par les médias et que dès qu'il y a un scoop de ce style, il est évident qu'ils vont nous en parler et nous dire alors, est-ce que vous allez pouvoir guérir mes symptômes ? Il y a une énorme attente, ce qui est normal parce que les handicaps neurologiques entraînés par ces pathologies sont très importantes. Donc, on leur répond qu'on fait des progrès sans arrêt, que la technologie s'améliore, que je pense qu'Ali va nous en parler, il y a des méthodes de stimulation adaptatives, c'est-à-dire qu'on va vraiment stimuler que quand on en a besoin dans le cerveau, parce qu'en fait, en fonction de l'activité du cerveau, il n'est pas forcément obligé de stimuler en permanence. Je crois que dans l'épilepsie, ce sont des choses qui se développent, c'est-à-dire qu'on va stimuler que quand le patient va faire une crise d'épilepsie. Donc ça peut être très intéressant. Bon, il y a plein de progrès aussi, nous, encore une fois, sur des électrodes qui sont en 3D, qu'on va pouvoir, donc, ce que fait Ali, améliorer tout ce côté matériel. C'est ce qu'on leur dit. Mais ça reste une maladie neurodégénérative, le Parkinson. Donc, pour l'instant... Pour l'instant, l'avenir, je dirais que c'est plutôt essayer de trouver un traitement qui va prévenir l'aggravation. On est plutôt, on est au debout de la maladie.
soit avant l'apparition des symptômes, parce qu'on a, soit à la fin, effectivement, quand ça devient vraiment très handicapant. Et au milieu, on va dire, quand on sait à peu près gérer. Alors justement, Ali, vous qui êtes dans l'ingénierie, la recherche en ingénierie, j'imagine que parfois les annonces américaines sont un petit peu pénibles parce que la vraie recherche se fait pas comme ça, en tous les cas. Alors dites-nous plutôt aussi, vous, comment vous avez travaillé justement sur cette dimension qu'on vient d'évoquer, sur la prévision ou alors prédiction, j'aime pas trop utiliser ce terme en matière scientifique, mais la prévision et comment vous pouvez aider au diagnostic, comment cette recherche-là, 3D Brain, a aidé Juste deux mots sur Neuralink. C'est que Neuralink avec Elon Musk, je pense que ça a eu un engouement qui était juste impressionnant. Neuralink a été développé en 2016-2017 avec des premiers essais, une première publication, d'ailleurs c'est la seule en 2019, des premiers essais sur animal en 2019, et puis de 2023 on a eu les premiers tests cliniques sur humains. Et il faut savoir que d'un point de vue technologique, l'implantation que Neuralink propose a déjà été développée par plusieurs équipes dans le monde. Là, on revient, je vais donner le premier, en 2004, de l'équipe de Donegue aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. On a utilisé une matrice de microélectrodes, les Michigan, qui ont été implantées pour un patient souffrant de déficience motrice, tétraplégique C4. Et puis, il a pu profiter en fait de ces électrodes pour retrouver une certaine motricité. C'est de la com, quoi. Il y a beaucoup de com. Ce qu'Elon Musk, les grandes lignes de Neuralink, je pense, si on fouille un petit peu et on regarde de près un petit peu, c'est le robot qu'il utilise pour venir insérer de façon assez précise. Et puis l'augmentation des nombres d'électrodes, c'est-à-dire l'idée, en fait, l'objectif, c'est plus d'insérer une ou deux électrodes, mais là, on parle de plusieurs milliers d'électrodes. Et puis derrière, tout l'aspect IA, peut-être on va mentionner à la fin, toute la partie algorithme pour venir traiter ces signaux-là et en sortir une commande pour pouvoir la réinjecter dans un artefact qui peut être un bras robotisé, un fauteuil roulant quelqu'un ou qui autre. pourrait parler à notre place, un ordinateur. Exactement. Du coup, et puis je pense que d'un point de vue recherche et développement technologique, c'est des choses qui ont été faites par plusieurs équipes dans le monde. Et puis, ils n'ont pas eu le même soutien médiatique. Le même soutien et financier peut-être aussi. Voilà, exactement. Moi, je pense qu'il faut rester scientifique, c'est-à-dire il y a des publications dans des journaux scientifiques, reviewées par des scientifiques, et donc il faut juste rester un scientifique. Exactement. Revenons à votre recherche justement, Ali, par rapport à... On a évoqué l'épilepsie, donc expliquez-nous aussi ce que vous avez développé pour anticiper, si j'ai bien compris, la survenue d'une crise d'épilepsie. C'est pas exactement l'anticipation d'une crise. Là, on parle de l'amélioration du diagnostic de cette crise-là. Alors, il faut savoir que 30% des patients qui souffrent d'une épilepsie sont pharmacorésistants. Ce que disait Marion, c'est que les médicaments ne peuvent pas agir pour eux. Et généralement, la solution, c'est la chirurgie résective. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle une cartographie fonctionnelle de l'activité du cerveau, d'une zone du cerveau, pour aller venir détecter de façon très précise les zones qui sont responsables émettrices de cette crise-là. Et puis, si le neurochirurgien il a réussi à le faire de façon très pertinente, là, il décide éventuellement, et peut-être tu vas me confirmer ça, sur une chirurgie, de venir enlever cette partie-là supprimée pour espérer. C'est une chirurgie lésionnelle. C'est-à-dire qu'on va enlever, on essaye effectivement avec ces techniques qu'on appelle la SCEG, c'est-à-dire la stéréo-EEG, puisqu'effectivement, on va mettre de multiples électrodes que le patient va garder 10 à 14 jours. Donc, on va enregistrer en continu son activité électrique. Donc, on va évidemment voir la localisation quand il fait des crises. On va savoir d'où ça part dans le cerveau. Et donc, ensuite, effectivement, si c'est très localisé, on peut effectivement se dire on va enlever cette partie d'où part la crise. Et donc, ça va. Et il y a de bons résultats. 70%, je pense, de patients qui sont libres de crise ou qui en ont beaucoup moins. À l'inverse, si c'est des crises généralisées, c'est-à-dire que ça va embraser, comme on dit, tout le cerveau, on ne va pas faire de la chirurgie, on va faire autre chose, mais il y a d'autres techniques dont je parlais, effectivement, qui sont, je crois, déjà développées aux États-Unis, mais malheureusement pas encore en Europe, où effectivement l'idée c'est de garder les électrodes et de détecter ce qu'on sait déjà faire et peut-être de moduler, toujours pareil, de moduler quand le cerveau fonctionne plus bien.
Et juste pour compléter, le dilemme généralement c'est de venir localiser de façon très très précise les zones qui sont responsables de ces crises-là. Il faut savoir que pour venir aller chercher une zone très petite au niveau du cerveau, une fois que l'électrode est insérée, là on parle d'enregistrement, en fait on a une augmentation très significative du bruit. Et là généralement on parle de signal rapport sur bruit qui est relativement faible pour ce type d'électrode. Et si on va chercher une information qui est à l'échelle du neurone par exemple, en fait on peut avoir un bruit qui est assez monstrueux. Et là, du coup, l'information, elle peut être juste perdue dans ce bruit-là. Du coup, une partie de nos travaux, de ce projet-là, c'est de venir développer de nouveaux matériaux qui, eux, peuvent éventuellement améliorer ce rapport signal-sur-bruit et fournir un outil qui est en termes de résolution spatio-temporelle ici, qui est beaucoup plus pertinent que les électrodes qui sont dans le commerce aujourd'hui. Et alors, du coup, quel type de matériaux ? Quel type de matériaux ce qu'on utilise pour améliorer cette qualité d'enregistrement, on utilise ce qu'on appelle des matériaux organiques qui, eux, possèdent généralement une surface volumique assez importante par rapport à une surface planaire. C'est comme si on augmentait la capacité d'enregistrement d'une petite électrode il faut savoir qu'elle est micrométrique. La taille d'un neurone, c'est à peu près quelques dizaines de micromètres. C'est comme si on augmentait la capacité d'enregistrement par 100, voire 1000. Et si on arrive à le faire sans augmenter la surface, parce qu'on ne peut pas insérer dans le cerveau des surfaces multimétriques, c'est-à-dire on va garder l'effet dimension pour aller chercher des zones extrêmement petites, mais par contre on va augmenter fois 100, fois 1000, fois 10 000 la capacité de cette même électrode à détecter. Du coup on va augmenter ce rapport signal-sur-bruit, améliorer la qualité du signal et améliorer dans ce cas-là la qualité de l'information qui est enregistrée par la suite. Et ça peut être extrêmement pertinent dans le cas de l'épilepsie. Et du coup, est-ce que c'est là qu'intervient la soie ? Alors la soie c'est différent. La soie c'est parce que l'objectif pour nous c'était d'aller chercher des électrodes qui soient les plus flexibles possibles. Du coup là c'est génial, on a développé des matériaux qui sont souples, qui sont étirables comme de la peau, on peut les étirer, du coup on a fait une électronique qui est extrêmement souple. La problématique c'est une fois qu'on souhaite les insérer. En fait on a un phénomène qui s'appelle le flambement. En fait l'électrode elle ne s'insère pas. Du coup, voilà exactement. Elle n'est pas assez rigide. Elle n'est pas assez rigide et du coup on a résolu un problème, mais par contre on a géré un autre. Du coup, ce qu'on a proposé au sein de l'équipe, c'est ce qu'on appelle une rigidification temporaire. C'est-à-dire on part sur des matériaux qui sont biorésorbables, naturels, qui vont avoir une durée de vie assez limitée, assez contrôlée. Ça peut être de quelques secondes, quelques minutes. On va venir enrober un petit peu cette électrode qui est extrêmement souple. Elle va devenir rigide. Et puis c'est comme du sucre. Et puis elle va pouvoir en fait permettre d'insérer cette électrode au niveau du cerveau. Et une fois qu'elle est insérée, en fait on a le polymère qui est la soie qui va juste disparaître et puis l'électrode va récupérer sa souplesse. Et pourquoi la soie ? Parce que l'idée ici c'est de travailler sur des matériaux qui ne sont pas synthétiques mais qui sont plutôt naturels. Du coup on part sur des matériaux qui sont issus de la nature. Si je peux ajouter, finalement, Ali, lui, il travaille vraiment à un niveau, comme il dit, micrométrique. Alors que les électrodes, nous, qu'on implante en thérapeutique, elles sont quand même beaucoup plus grosses. Et le but, c'est pas de stimuler un neurone, mais encore une fois, c'est d'aller moduler un réseau. Donc, on va quand même essayer de stimuler une zone plus importante. Voilà, donc... Allez, avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter un nouvel épisode de notre série de science-fiction écrite par l'ICAM et mise en son par Christophe Ruetsch. Voici La Fugitive. Le soleil diffuse la belle lumière dorée des printemps d'autrefois. L'herbe se froisse sous mes pas empressés. Soudain, un vrombissement me parvient. Quelque chose approche. Je comprends de quoi il s'agit quand, après avoir grimpé sur un monticule de terre, je découvre une paire de rails. Je me mets à courir, plus vite que j'en ai l'habitude, beaucoup plus vite. La sensation est grisante. Le train arrive. Il fait un bruit d'enfer. J'avise une échelle et je bondis pour m'y accrocher. Le paysage est à couper le souffle. Une rivière pailletée d'argent serpente dans la vallée où sont levés quelques charmants villages. Je gravis l'échelle. Je parviens sur le toit où j'ai du mal à me tenir debout. Je m'allonge, cramponné à une barre d'acier. Un vent frais me fouette le visage. Et voilà que je me relève et que je me mets à courir sur le wagon qui tressaute, qui tourne d'un côté puis de l'autre au fil des virages. Je ne sais comment je réussis à garder l'équilibre. Mes jambes sont solides, puissantes. Sans ralentir ma course, je saute pour atteindre un autre wagon. J'ai l'impression de m'envoler. J'atterris, accroupi, une main
reposer à plat sur le métal réchauffé par le soleil. Je profite un instant de la vue imprenable. La vallée en contrebas m'attire. Je me demande si c'est ma destination. Je me redresse et recommence à cavaler, sautant de wagon en wagon avec une agilité impressionnante. Tout à coup, on me pousse violemment dans le dos. Je fais volte-face, un homme se dresse devant moi. J'évite le coup de poing de justesse. Mon bras s'arme, je frappe. Ma force me stupéfait. Je sens le nez de mon adversaire se briser contre mes phalanges. Surpris, l'homme recule, mais il revient immédiatement à la charge. Le visage en sang, il s'apprête à cogner. Tu viens m'aider à éplucher les patates? Je peste. C'est ma coloc qui m'interpelle depuis la cuisine. Je n'ai pas vu le temps passer. Avec regret, j'ôte le filet d'interface neuronale de ma tête. Je finirai de vivre mon film après le repas. Quasiment limpide pour la plupart des régions. Texte, Dicam. Voix, Corinne Marmiton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Alors là, on est au-delà de la thérapeutique, on est au-delà de la médecine, on est dans la science-fiction, dans les univers virtuels, dans les jeux vidéo quasiment. Mais une idée qui est intéressante peut-être dans cette petite fiction, c'est l'idée de ce filet neuronal. Est-ce que ça, Ali Maziz, vous qui travaillez, encore une fois, vous faites de la recherche sur ces implants, est-ce que c'est une perspective sérieuse, c'est-à-dire d'imaginer poser juste un filet sur la tête, ne plus avoir besoin de faire de la chirurgie pour interagir avec des zones du cerveau ? Je pense que ça existe déjà pour tout ce qui est technologie EEG. La seule problématique avec ce type d'électrode, c'est le signal qu'on va enregistrer. Généralement, on a une information qui est assez grossière. Généralement, on va mesurer des zones qui sont de l'ordre du centimètre. Et puis selon l'application, c'est-à-dire si on parle de maladies ou de troubles, que ce soit pour du diagnostic ou du thérapeutique, ces types d'électrodes vont être pas extrêmement efficaces parce qu'on va avoir une information qui n'est pas extrêmement pertinente pour nous. Alors moi, je peux donner un autre exemple, mais c'est dans le tremblement essentiel. On peut très bien... Il y a une technique qui est extrêmement développée maintenant. C'est une technique dont le but va non pas être de neuromoduler le réseau de la motricité, mais d'aller léser, faire une micro-lésion dans la partie du cerveau où on va mettre l'électrode, mais de manière non invasive, effectivement, par des ultrasons. Ah oui. Donc ça s'appelle le focal ultrason. Voilà. Donc c'est une technique c'est une vieille technique qui a été remise au goût du jour. Et actuellement, donc c'est quand même très intéressant pour des patients âgés pour lesquels on ne peut pas les opérer parce que soit ils ont fait des accidents vasculaires cérébraux, enfin ils ont une fragilité vasculaire qui fait qu'on ne va pas prendre le risque de leur mettre une électrode pour leur faire un hématome. Et donc ça représente un certain pourcentage de patients. Et donc ces techniques de lésions non invasives par des ultrasons, mais il y a d'autres applications des ultrasons, par exemple d'ouvrir transitoirement ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, ce qui pourrait permettre de faire passer des médicaments, des substances de manière transitoire depuis le tube digestif, depuis le sang jusque dans le cerveau, là où on veut. Donc il y a vraiment tout un tas de... Mais ça, c'est sur le plan thérapeutique. Des pistes, des perspectives d'avenir. Pour terminer, Ali, vous qui avez terminé, je crois, ce premier programme de recherche 3D Brain, pour le dire en bon français, vous êtes sur un nouveau programme aujourd'hui. Il y a des perspectives, il y a des suites à cette recherche ? Là, on travaille sur un nouveau projet qui est totalement différent. C'est-à-dire, là, la question qui s'est posée tout à l'heure, c'était sur l'aspect chronique. C'est-à-dire, on souhaite que les électrodes durent le plus longtemps possible. Mais pour d'autres types d'applications, pas du tout. On a besoin juste de laisser les électrodes pendant quelques jours, quelques semaines. La problématique est l'explantation. Généralement, il faut venir explantation de l'électrode. Après l'avoir mis, il faut venir pour le redire. C'est-à-dire, et là, je reboucle la boucle un petit peu. C'est que après quelques jours, quelques semaines, on a une réponse gliale qui va se former autour de l'électrode et on va venir plus ou moins enlever, arracher l'électrode. Du coup, ce qu'on propose dans ce projet-là, c'est vraiment de travailler sur une électronique qui est dite biorésorbable et programmable. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire la même électronique qui existe aujourd'hui, des implants qui peuvent soit enregistrer, soit stimuler, mais une fois que la mission est finie de cet implant-là, il va juste se dissoudre. Bien sûr, on utilise des matériaux qui sont naturels, qui sont biocompatibles et surtout pas toxiques. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller les retirer. Exactement, une seule opération. Et on peut les programmer selon le besoin.
les explorer. Voilà, exactement. Merci beaucoup Ali, ce sera peut-être l'occasion de revenir nous parler de ce programme de recherche. Avec plaisir. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Marion Simonetta Moreau et Ali Maziz. Merci à tous nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Cet épisode a été réalisé en coproduction par le Quai des Savoirs et le CNRS avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Détour vers le futur, un podcast présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. Réalisation Arnaud Maisonneuve, prise de son Laurent Codoul et merci à vous qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment plaisir. Et si vous passez par Toulouse, venez nous faire un petit coucou au Quai des Savoirs, nous avons actuellement une super expo sur la dynamique des foules. Allez, rendez-vous le mois prochain, salut!